Bonsoir à tous, dimanche 20 octobre 2019. Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, décryptage de l'actualité. Comme tous les dimanches d'ailleurs, nous recevons Agapite Napoléon Maforican, consultant politique ici à ETélé. Il est expert en gouvernance et développement, diplômé aussi en management électoral. Juste pour résumer et passer à autre chose, Agapite Napoléon Maforican, bonsoir. Bonjour Latifou, bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci pour la disponibilité de tous les dimanches. Et nous allons parler encore aujourd'hui du dialogue politique qui est engagé, l'élément nouveau après la rencontre du chef de l'État avec la conférence des présidents du palais des gouverneurs. Ce sont quelques réactions, nous allons y revenir, mais avant, on va quand même poser une toute petite question. Tout ça ne vous paraît pas trop rapide? Bon, trop rapide par rapport à quoi? Par rapport déjà, on va dire, aux événements qui se succèdent, parce que nous avons pratiquement moins d'une semaine et puis le chef de l'État, il passe pratiquement au début de la mise en application des recommandations. Il y a des gens qui disent que lorsqu'on a envie de noyer un dossier, il faut créer des commissions. Je pense que le dialogue politique a été annoncé par le président de la République et aussitôt après les élections législatives, c'est-à-dire courant mai. Tout à fait. Mai 2019. Nous sommes aujourd'hui en octobre. Ça fait déjà 5 mois que le principe a été annoncé. Ça veut dire qu'en pendant 5 mois, toute la classe politique sait qu'il y aura une rencontre. Le chef de l'État a fait une séance préalable courant septembre, au sortir des vacances d'août, a rencontré la classe politique avec laquelle il a échangé et avec laquelle il a évoqué la question donc de mise en conformité, c'est-à-dire de mise à jour pour permettre à tous ceux qui souhaitent être reconsidérés ou considérés comme parti politique, donc de franchir l'étape de la reconnaissance et donc de la conformité avec les nouveaux textes en vigueur. Alors, vu ainsi, le ministre de l'Intérieur a pris le relais et a dit au parti ce qu'il fallait faire pour simplifier la tâche. Simplifier. Donc, il y en a qui ont su jouer le jeu, il y en a qui ont préféré rester dans leur posture de départ. Alors, quand vous regardez l'une ou l'autre des postures, vous vous rendez compte que cela schématise la position des gens actuellement. Du coup, la suite n'est que logique qu'en octobre, qu'il y a eu ce dialogue. Donc, rien n'est précipité. Il me semble que tout est planifié. Et il y a un calendrier qui se déroule, et qui se déroule selon les attentes du chef de l'État lui-même, et selon la vision de la suite. Parce que n'oubliez pas que on a des échéances qui se rapprochent. La question est de savoir, faudrait-il continuer à tergiverser? C'est ça, c'est que nous atteignons encore les élections municipales et communales, tant qu'aucun effort, rien ne soit fait par rapport à ce qui s'est passé en avril. Non, il ne serait pas sérieux de la part de l'exécutif, ni de son chef. Donc, le président de la République sait qu'il y a des échéances électorales l'année prochaine. Et il me semble que le calendrier est mis en œuvre en conséquence pour permettre aux uns et aux autres d'être de la partie. Mais c'est tout de même un rythme, on va dire, quand même pas lent, un rythme assez accéléré si vous voulez, mais si le chef de l'État tient compte de ce contexte-là temporel pour notamment ne pas rater le coach, est-ce que les autres acteurs peuvent suivre, notamment l'opposition? Écoutez, c'est déjà parce qu'ils n'ont pas pu suivre que nous en sommes là. Il faut dire les choses de manière directe. S'ils avaient suivi le rythme, les réformes ne sont pas anodines. Les amendements apportés, ou bien les correctifs apportés à la charte des partis au cours électoral par les nouvelles lois de 2018 n'étaient pas anodines. Et donc, les correctifs n'étaient pas anodins. Mais il se fait que, autant les acteurs de toute catégorie, de toute masse confondue ont participé à des rencontres préparatoires, séminaires, rencontres, forums, préparatoires à ces réformes, ont participé à l'étude des nouvelles lois, ont voté pour parler de la classe politique présente représentée au Parlement, ont voté. Et puis, dès qu'on rentre dans la mise en œuvre, ils se sont rendus compte que il y a des dispositions qui les perturbent, qui dérangent leur existence et qui ne leur permettraient pas de survivre. Alors donc, ils ont mis la zizanie. Donc, vous comprenez que le problème qui se pose ici, c'est déjà un problème de rythme. Et les gars étaient déjà dépassés par le rythme. J'espère que, après le moment, le président a annoncé le dialogue depuis mai, et que nous sommes en octobre, ça fait quand même 5 mois. Ils ont eu tout le temps de se mettre au pas.
Si tant est que ça les intéresse, hein, de faire partie de la classe politique officielle du pays. Finalement, alors, on va se demander si tout ça, il n'y a pas un problème dans un élément évoqué dans cette rencontre-là, hein, entre le président de la République et la conférence des présidents du Parlement, notamment celui du couplage vers lequel pratiquement on se dirige. Est-ce que ça ne met peut-être pas en veilleuse le calendrier que vous avez déjà évoqué? Non, à mon humble avis, le couplage ne devrait pas être, hein, au rendez-vous des échéances de 2020. Je dis à mon humble avis, donc ce n'est qu'un humble avis. Hein? Le couplage ne saurait être au rendez-vous dans la mesure où les réformes en cours doivent permettre d'aller aux élections générales. Mais si on ne va pas aux législatives, aux élections locales de 2020, en 2021, il n'y a que 2 élections qui peuvent être organisées, la présidentielle et les élections locales éventuellement. Donc, ce ne serait pas des élections générales. L'élection générale, c'est toutes les élections. Dont la seule qui nous reste dans ce cas de figure, qui est les législatives. Alors, il y en a, oui. Dans le dialogue politique, il a été susurré la possibilité, on va dire, d'écourter un certain gentleman agreement, écourter un peu le mandat des parlementaires, notamment. Donc, retoucher à la Constitution. Parce que les parlementaires sont là sur la base de la Constitution. Le mandat du député est de 4 ans renouvelable. Donc, s'il faut retoucher, hein, au mandat des députés qui sont là, il faut retoucher à la Constitution. Mais en fait, là n'est pas le problème. Puis, de toute façon, il me semble que tous les acteurs aujourd'hui sont d'accord pour qu'on retouche à la Constitution. J'ai entendu, rien que le principe de l'élection générale nous amène à toucher à la Constitution. Parce que cela amène à aligner les mandats. Si on n'aligne pas les mandats, il n'y aura pas d'élection générale. Le mandat du président de la République est de 5 ans. De l'Assemblée nationale est de 4 ans. Des élus locaux est de 5 ans. 5 ans. Le problème que je pose, c'est que si c'est pour gagner 2 élections sur 3, c'est pas les élections générales. Donc, il faudrait que les élections locales, les élections présidentielles et les législatives soient organisées la même année. Il faut les mêmes durées. Il faut bien les mêmes durées. Et il faut les faire coïncider déjà aux mêmes durées. Ça veut dire que l'action législative constitutionnelle doit aboutir à un point d'ancrage entre les 3 élections. J'appelle point d'ancrage le moment où les 3 élections cumulent, se rencontrent. Et ce n'est pas logiquement avant 2026. Alors, cela dit quoi? Ça dit que en 2020, il n'y a qu'une élection. Donc on ne peut pas écouter le mandat du président de la République. C'est pas possible. Ramener en 2020. Et ramener en 2020. On ne peut pas écouter le mandat des députés et ramener en 2020. On vient de quitter des élections législatives. Et l'année qui suit, il y a le mandat, il y a l'élection présidentielle. On ne peut pas non plus ne pas organiser l'élection présidentielle en 2021. Alors quand vous regardez le tout, alors qu'il y a les élections législatives qui ont eu en 2019, et qui doivent être reprises en 2023 pour la 9e législature. À mon avis, je dis à mon humble avis, ce qui peut encore se passer, c'est que on organise les élections de 2020. Normalement. On organise la présidentielle de 2021. Normalement aussi. Normalement aussi. Et on prend date pour 2023. Or, si vous prenez date pour 2023, ça veut dire que le mandat du président qui va être élu en 2021 est de 2 ans. Ça n'arrange pas non plus. Donc, si le mandat du président qui est élu est de 5 ans, il finira en 2026. N'est-ce pas? Le Parlement qui sera élu en 2023 finirait en 2027. Et les élections, les assemblées communales, municipales et locales qui vont être désignées l'année prochaine, 2020,
finirait en 2025. 2025, 2026, 2027. Je pense que le croisement peut se faire là. Il peut y avoir alors un point d'ancrage qui est 2026. C'est-à-dire quoi? 2025, 2026, 2027. Le point d'ancrage peut être 2026. C'est-à-dire le mandat présidentiel. Le président qui va être élu en 2021 finit son mandat en 2026. Écoutez, un mandat. Son mandat ne sera pas écouté. Il y aura un autre qui sera écouté et un autre qui sera prorogé. Mais pas celui du président de la République. Donc, en 2025, au lieu que les assemblées locales finissent, on les proroge d'une année. Ce n'est pas déjà nouveau, ça s'est déjà passé. Donc, leur mandat est prorogé d'une année. Et le Parlement. Tandis que le mandat parlementaire est écouté d'une année. Donc, en 2026, les élections vont se croiser. Et il y aura les élections générales en 2026. Ça permettra aux acteurs de s'y préparer et de ne pas être pris à défaut. Voilà ce qui est possible et plausible à mon niveau. Plus simple à mon entendement. Après, ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas moi qui officie. C'est le dialogue qui impose. Absolument. Mais il est vraiment... Je trouve que cette option est vraiment la meilleure dans la mesure où ça laisse le champ au débat, aux discussions, et ça ouvre encore également les perspectives de permettre au mandat à une révision. Parce qu'en fait, tout ce que je dis, il faut toucher à la Constitution. C'est donner le temps alors de retoucher. Il faut se donner le temps de retoucher. Il faut peut-être déjà que, dès l'année prochaine 2020, après les élections locales, qu'on y pense et qu'on estime que les mandats des conseillers qui vont être élus en 2020 seront de 6 ans au lieu de 5 ans. Et que les députés qui vont être réélus, la législature parlementaire de 2023 sera de 3 ans. Donc, on sera alors dans les schémas normaux. Chacun sera préparé. Chacun sera préparé, exactement, pour éviter les voiles. Alors, il va rester un élément. Si on croise les dates, si on fait les élections générales, il va rester alors le problème de la présidentielle en cas de situation non espérée. Démission du président de la République, décès, incapacité, invalidité. Si on fait les élections générales 3 ans après, ça arrive, on peut faire quoi? En organisant les élections présidentielles, c'est qu'on chamboule encore le législatif. Je pense que c'est là qu'il faut des mécanismes qui font terminer leur mandat, le mandat présidentiel, par une autorité. C'est-à-dire qu'un président qui abdique ou qui disparaît avant de finir son mandat, il faut qu'un président intérimaire termine ce mandat-là sans qu'on aille à une élection. Il finit ce mandat. Voilà, donc il faut déjà peut-être que dès l'élection du président de la République, qu'il aille en ticket avec un vice-président, ou alors qu'un mécanisme de désignation de président intérimaire soit défini dans les directions dans l'histoire pour permettre à la représentation nationale, à la Cour constitutionnelle ou à des assemblées réunies de manière ad hoc de désigner un président de la République qui termine le mandat en cours et que les élections générales soient à nouveau organisées. Voilà des scénarios sur les différents schémas qu'on pourrait avoir, mais il me semble, je reviens là-dessus avec force, que l'année prochaine, il faudrait bien qu'on aille aux élections locales. Mais il y a tout de même du boulot quand même, même si ce scénario-là est le plus facile, comme vous le dites, parce qu'il implique une chose déjà, s'entendre à toiletter dans la mesure de l'acceptable, les tests, en tout cas, les aspects qui semblent fâcher. Avant ces communales-là, ce n'est pas non plus facile. Il me semble qu'un groupe d'experts est en place pour gérer ces questions. Vous savez, pour les connaisseurs, pour moi, pour d'autres, rédiger un texte de loi ne pose pas grand problème. Mais on est un peu trop du secteur. Il y a beaucoup de spécialistes de la question. Il y a des gens qui qui ont participé au dialogue et qui peuvent déjà faire des formulations, qui peuvent déjà, n'oubliez pas qu'il y a déjà un projet d'amendement, une proposition d'amendement de la Constitution par rapport à un certain nombre d'articles. Et l'année dernière qui n'a pas fonctionné. Donc, il y a des éléments existants. Il y a de l'existant. Il reste maintenant à remettre les dates à jour et à remettre le processus en marche. Donc, pour moi, il n'y a pas de blocage possible. Il n'y a pas de situation qu'on ne peut pas maîtriser en la matière. Il y a juste que les éléments sont en place pour qu'on puisse faire des options, on puisse prendre des options
et aller sur ces options-là de manière cohérente. Voilà. Il y a un élément aussi, cet élément-là, c'est quand même demander ce qu'il faut en réalité pour mettre tout le monde d'accord, ou plutôt pour rassurer tout le monde, histoire que toutes ces réformes-là, constitutionnelles notamment, puissent s'opérer sans suspicion. C'est qui tout le monde? Je veux dire, toutes les parties prenantes, au moins, ne serait-ce que sur le giron politique. Il me semble dire que les propositions du dialogue ne sont pas venues du chef de l'État. Ne sont pas venues, mais toutes de sa majorité. Donc, il me semble déjà qu'ils s'entendent sur un minimum. Il me semble, le protocole est clair. Il y a des points sur lesquels il n'y a pas eu des discussions. Tout à fait. Donc, revoir les tests, par exemple. Des directions générales, par exemple. Les gens diront que revoir les tests sans, avec on va dire, un parlement UP, BR, ça fait, on hésite. Oui, ils vont hésiter. Mais il n'y a que ce parlement pour faire. C'est notre parlement. C'est le parlement béninois 2019-2023. Je suis désolé, c'est notre parlement. Et ce parlement est composé, c'est quand même curieux, de députés qui, en 2015, appartiendraient déjà à des camps opposés. Une certaine représentation pratiquement. Ils étaient là où tels qu'ils sont là. Si on se replonge dans l'ambiance de 2015, ce sont des opposés. Au moment où Adrien Boudier a été élu président de l'Assemblée nationale, ils appartiendraient à pas moins d'une vingtaine d'officines politiques. Opposées. Rivales. Alors quoi est le problème? C'est pourtant un problème majeur. C'est pose le problème simplement d'intérêt ou de jeu d'acteurs. Il y en a qui sont en plein jeu d'acteurs. Pendant qu'il y en a qui n'ont pas trouvé leur compte et qui, évidemment, en jeu d'acteurs, se manifestent. Donc, le débat ici est clair en la matière. L'activité politique est conduite par la classe politique. Et la classe politique, pour être reconnue, doit être à jour vis-à-vis des lois en vigueur. C'est la moindre des choses. Personne ne peut dire le contraire. Même si, là encore, effectivement, il faut se rappeler cette réclamation d'une certaine frange, notamment de la société civile, qui se réclamait déjà au départ du dialogue politique. Les voix continuent d'ailleurs de se faire entendre à ce sujet. Celle, par exemple, de Dieudonné Lokossou, qui dit que le Bénin ne se résume pas à, on va dire, à 9 partis politiques. Dieudonné Lokossou a raison. Effectivement, le Bénin ne se résume pas à 9 partis politiques. Le Bénin se résume à vous et à moi, nous les citoyens, les 10 millions de Béninois. Je suis d'accord avec lui. Mais ce fait que notre constitution a dit que c'est les partis politiques qui animent la vie politique. Mais on parle de la vie politique, on parle de l'animation de la vie politique. On ne parle pas de l'animation de la vie sociale, nationale. On parle de la vie politique. Quand lui, Dieudonné, grand frère Lokossou, il parlait au nom des syndicats. Il ne parle pas au nom des médias. Il ne parle pas au nom, je ne sais pas quoi, des artisans. Quoique des artisans pourraient être membres de ce syndicat. Mais quand il parle au nom des syndicats, il parle au nom des syndicats. Les syndicats, ce n'est pas les partis politiques. Même si parfois il y a des cloisons. Donc, en la matière, oui, je suis totalement d'accord avec lui que le Bénin ne se résume pas à 9 partis politiques. Mais le dialogue politique, oui, c'est l'affaire des partis reconnus, des partis officiels ou des invités spéciaux du chef de l'État. En tout cas, de celui qui a convoqué ce dialogue. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de jouer des mots. Donc, le dialogue politique intéresse les politiques. Pourquoi on a du mal à comprendre ça? Mais quand en France, on fait le Grenelle de l'environnement, il y a des gens qui étaient sur la question d'environnement. Quand on va dire l'État général de la santé, mais c'est les spécialistes de santé, les usagers, les personnes. Mais pourquoi tout le monde pense qu'il peut être présent là où on parle politique? C'est ça le fourre-tout qui nous a fait perdre. Mélange de gens, où tout le monde se réclame de tout le monde. Parce que chacun cherche sa brèche vers le pouvoir. Non, c'est des raccourcis qui ne sont pas normaux. Il faut que chacun reste à sa place. Le débat politique est le débat politique. Il a concerne les politiques. La société civile, elle s'occupe de quoi? Elle s'occupe de ce dont elle doit s'occuper. C'est de l'alerte. Vous ne pouvez pas demander, vivez au crochet de l'autre, il fait encore l'alerte. Faites, il a existé, vivez. Mais n'attendez pas quand même, s'ils ont des propositions, ils n'avaient qu'à faire des contributions et envoyer au débat. C'est cela, c'est pas parce qu'on ne s'est pas invité pour venir s'asseoir, parler. Si c'est pour parler, ils ont les médias qui sont prêts à les recueillir. Alors où est le problème? Chacun doit rester à sa place, à mon avis. Il n'y a pas de raison de se faire de mauvais sang parce qu'on ne vous a pas invité à un débat. De quel débat? Voilà, ça ne vous concerne pas. Après,
il peut plaire au chef de l'État de vouloir écouter toutes les forces vives, les forces composées, les corps constitués, chacun en ce qui le concerne, sur sa gouvernance. Ça, c'est notre problème. Mais on n'y est pas encore. Il y a, puisque nous abordons là le registre des réactions, hein, après, on va dire, le niveau où on en est quant au dialogue politique, il y a quand même l'USL. L'USL qui regrette, on va dire, le sort un peu délaissé des autres exilés. Par exemple, quand on parle de l'amnistie, d'une loi d'amnistie, l'USL dit qu'il faut aussi aborder d'autres aspects de ce dialogue-là qui devait intégrer certains exilés. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je veux que ce groupe politique n'est pas encore reconnu comme parti politique au Bénin. Mais la préoccupation qu'il soulève. Vous savez, en matière de dialogue, tout peut être mis sur le tapis. C'est normal. Chacun a ses préoccupations. C'est normal que chacun pose ses préoccupations. Donc, même l'USL, même parce qu'ils ne sont pas un parti politique reconnu, parce qu'ils ne le sont pas. Donc, ils ne peuvent pas vouloir s'asseoir sur la même table que les autres. Mais ils sont un groupe politique qui a manifesté un intérêt. Donc, ils sont un groupe politique qui librement sont retrouvés pour créer un parti politique, même s'ils n'ont pas encore les documents. Donc, c'est normal qu'ils aient des attentes. Et c'est au gouvernement d'apprécier si les attentes sont légitimes par rapport à sa boussole, par rapport à ses réformes, par rapport au calendrier qui est en cours. Est-ce que les attentes, les attentes du parti l'USL, est-ce que c'est pertinent? Si c'est pertinent, les gens doivent donner la réponse ou l'exécutif ou le bureau du Parlement. Mais si ce n'est pas pertinent, les gens les classeront de côté par côté. Donc, pour moi, il s'agit d'analyser. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans des logiques étouffantes. Non, il suffit donc d'ouvrir les yeux et d'avancer vers les cimes les plus parfaites. Justement, peut-être encore une question à ce sujet, notamment, est-ce que le dialogue politique peut régler la question de tout le monde, notamment quand on parle de quelques exilés, s'il faut les appeler ainsi, Djenotin par exemple, Ajavon pourquoi pas, Koutié pourquoi pas, est-ce que le dialogue politique peut régler ces cas-là? Écoutez, j'ai dit que le dialogue politique, on peut tout mettre dedans. On a dit dialogue politique. Tout peut y trouver solution. Tout peut y trouver solution. Tout peut y être porté. Ensuite, les partis au dialogue choisissent les points pertinents. C'est ça le problème. Tout peut être mis sur le tapis. Il n'y a rien qui ne puisse être mis sur le tapis. Sauf si le conseiller qui a convoqué, donc le gouvernement estime que ce n'est pas nécessaire. Sinon, tout peut être mis sur le tapis. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire. Les gens ont encore des moyens pour le saisir. Donc, il y a beaucoup de moyens pour saisir le président de la République. Il n'y a pas de raison de douter de ça. Il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs occasions. Donc, on peut le saisir à tout instant. Le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Régis, toujours des réactions. Noureni Hachadi, de l'aile peut-être la plus dure des FCBE, puisqu'ils sont pratiquement pluriels. En tout cas, il y a une FCBE à plusieurs ailes. Donc, pense que ici, dans le contexte béninois, en tout cas, l'amnistie n'est pas la bienvenue. Voilà encore une position, voilà encore une opinion, voilà encore une... Voilà, il est libre. L'amnistie n'est pas la bienvenue dans le contexte du Bénin. Oui. Mais ça pourrait l'être. C'est pas dit. Tout à fait. C'est pas dit. Parce que l'amnistie règle un problème. Après que le problème réglé est suffisant et à la taille des problèmes qui étaient en instance. Voilà la question. L'amnistie règle le problème, un problème. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont exilés, qui sont persécutés, qui sont menacés. C'est l'occasion, si l'amnistie intervenait, pour eux de rentrer chez eux, d'agir normalement comme si de rien n'était. Et que ces éléments, présomption, preuve, accusation ou condamnation, que ces éléments ne figurent pas dans leur casier judiciaire. Ça efface tout. Ça efface tout. L'amnistie efface tout. Le fait n'a pas existé dans une amnistie. Le fait présumé n'avoir jamais existé. Donc ça annule, ça efface tout. Il n'y a pas d'antécédent. Voilà. C'est l'occasion de se décider. Alors si les gens ne se décident pas, on ne peut rien. On ne peut rien. Donc, est-ce qu'ils sont partie prenante? Est-ce qu'ils appuient le processus? Au lieu de t'attaquer à tout vent, c'est parce qu'ils gagnent en le faisant. Mais en attaquant à tout vent, ce n'est pas évident qu'ils atteignent le but poursuivi, le format attendu.
Voilà, peut-être aussi l'occasion de profiter de cette occasion que nous avons pour vous interroger sur quand même l'alter, si on peut l'appeler ainsi, l'alter dialogue, si on peut l'appeler ainsi. Les autres évoluent, mais l'alter dialogue, enfin, ça s'est arrêté comme ça s'est arrêté. C'est pas parce que, pour moi, là n'est pas le problème. Si c'était retrouvé, les politiques pour avoir un parti de la majorité présidentielle, un parti de l'opposition, un parti de développement, tant mieux. Mais après, moi, il ne faut pas que on parle de l'alter. C'est quoi l'alter? Il n'apporte rien. C'est des monologues qui sont entre gens du même quartier. Ils se réunissent pour passer leur matinée du dimanche. C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas qu'ils baissent sur le compte de socialité. Non. Après, du moment où les politiques entendent rester dans le cadre de la Constitution du 11 décembre, c'est-à-dire les partis politiques animent la vie publique nationale. Alors, finalement, dans les schémas que nous sommes en train d'aborder, quoi attendre alors comme charge et comme imminence au niveau du Parlement après cette rencontre-là avec le chef de l'État? Je pense qu'il appartient maintenant au Parlement de reprendre la main, c'est-à-dire que de mettre en place un dispositif qui permet d'atteindre, de réussir l'organisation. Donc, à mon avis, ce qui est important du Parlement aujourd'hui, c'est à la suite des échanges avec le président de la République, que le Parlement prenne sa responsabilité, que certaines recommandations soient traduites en proposition de loi, qui puissent être votées par le Parlement. Que certaines recommandations soient traduites en action, en plaidoyer, pour impacter la vie des populations. Donc voilà ce qu'on peut attendre. Que des recommandations qui ne peuvent être mises en œuvre sur la base de certaines difficultés soient clairement établies et acté par les acteurs politiques. C'est que là, on ne peut pas atteindre ce niveau, mais on peut avoir. Donc, l'un dans l'autre, il faut que le Parlement se bouge maintenant. Le chef d'État, l'exécutif, il a déjà braqué tout le terrain. Il lui appartient maintenant donc d'aller de l'avant et surtout, d'aller de l'avant. Et donc, le dialogue politique tout régler, notamment quelques cas, spécifiquement ici le cas de certains exilés? Le dialogue politique peut tout régler. Dans un dialogue, on parle de dialogue politique. Vous savez, chaque acteur à ce dialogue, chaque partie prenante à ce dialogue arrive avec ses problèmes, arrive avec ses désirata, arrive avec ses attentes, arrive avec ses souhaits, peut-être avec ses exigences, ça dépend de sa position et de là où se situent les rapports de force. Mais si le dialogue est terminé, on est à la mise en œuvre des recommandations. Donc, effectivement, dans certaines recommandations, dans certains souhaits, dans certaines attentes, oui, il y a on a pensé à certaines personnes, j'ai entendu le professeur Adiou, l'ancien ministre Adiou, du FCDB dit, non, il ne faut pas qu'on perde du temps sur les mots. Je suis d'accord avec lui. Il y a des compatriotes qui, pour des raisons ou pour d'autres, se sont peut-être mis à l'extérieur du pays, ne rentrent pas et ont peut-être peur. Et ils se font appeler exilés. Peut-être que cela, oui, le dialogue peut aider, si tant est que ils jouent le jeu, ou bien leurs partisans se font clairs par rapport aux attentes. Tout peut être mis dans un dialogue. Quand vous voulez dialoguer, on ouvre le jeu est ouvert. Après, ça dépend de ce que chacun donne. Quand on dit dialogue, c'est qu'on s'écoute. Et non, on est prêt à faire des concessions. Alors donc, quand moi j'entends quelqu'un dire qu'il faut, en tout cas pour nous, on nous a écarté des élections, on doit reprendre les élections, et ce Parlement, mais non, ils ne sont pas en dialogue. Ils ne sont pas en dialogue. Quand il y a dialogue, c'est que vous remettez tout sur table, et après vous avancez entre concessions, entre compromis, et peut-être pas de compromission, mais quand même assez d'ouverture pour faire avancer. Donc oui, le dialogue peut permettre à certaines situations d'être réglées, tout comme le dialogue ne peut être la panacée de tout, non plus. On est en politique, on parle de dialogue politique. Donc, il faudrait que les partis prenants sachent que ça se joue en rapport de force, et ça se joue en intérêt stratégique de chaque groupe politique. Donc, c'est à chacun de savoir jusqu'où il peut aller. Là où on est aujourd'hui, la balle semble dans le camp du chef de l'État pour des actions réglementaires ou du Parlement pour des actions législatives. À chacun de jouer sa partition. Mais comment peut-on aller plus loin dans les actions législatives si toute la classe politique, en tout cas active, ne donne sa caution, notamment à une révision de la Constitution? On a voulu réviser, les parlementaires ont voulu même réviser la Constitution il y a un an pour pouvoir intégrer
la question de la discrimination positive, par exemple. La question de regroupement donc des élections, donc des élections de type général. La Cour des comptes. La Cour des comptes. Entre autres. Alors, mais quand vous regardez ces éléments, c'est des éléments techniques. La discrimination positive, on est d'accord aujourd'hui qu'on fasse la discrimination positive au niveau des femmes, tout au moins pas au niveau d'un quota donné. C'est une option. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire je suis d'accord et dire je suis contre la révision de la Constitution. Alors, la question est de savoir, oui, il faut peut-être réviser la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut réviser et comment le faire? Il faudrait peut-être, le dialogue peut permettre de le dire. Et dans, comme ce que vous l'avez payé la loi d'amnistie, vous dites l'amnistie efface la peine. Comme si ça n'a jamais, efface la peine ou l'infraction. En tout cas, ou l'infraction présumée. Parce que ça peut être, comme je l'ai dit, il y a une amnistie sur un fait déjà jugé, donc qualifié et constitué, où on a déjà eu des condamnations définitives. Tout comme ça peut amnistier des faits qui sont en cours de jugement. Tout comme ça peut être des faits qui n'ont pas même encore été qualifiés d'infraction. Donc, qui n'ont pas encore fait de cas de poursuite. Il appartient au législateur de mettre dans un truc comme ça ce qu'il a envie de mettre. Donc, j'entends les gens dire non, on n'est pas d'accord parce qu'on pense que... Mais ça, c'est avoir des positions de blocage, ça. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes sur la défensive tout le temps, en pensant que c'est vous seul qui avez raison, mais vous empêchez le dialogue. Dans une posture de dialogue, chacun apporte du sien, chacun essaye. Donc, pensez déjà que l'autre peut vous jouer et vous bloquer en ne faisant pas d'autres propositions. C'est de paraître comme des gens qui sont là pour bloquer la machine, comme ils ont voulu le faire pour les élections passées. Donc, le dialogue, oui, c'est vrai que ça peut tout régler. Encore faut-il que les différents acteurs soient dans ce schéma et travaillent pour ce schéma. Alors, vous avez parlé notamment de la possibilité, en réalité, pour les acteurs politiques, en tout cas les acteurs agissant actuellement, de réviser. Est-ce qu'on peut avoir des éléments, on va dire, réunis pour un travail serein? Et quel élément vous proposez, par exemple, pour tenir compte, on va dire, de toutes les tendances? Il me semble qu'il y a déjà un accord sur les élections générales. Il me semble qu'il y a un accord sur les élections générales. Tout le monde est d'accord sur le principe. Il me semble qu'il y a un accord sur la discrimination positive. Tout le monde est d'accord, pratiquement. Il me semble. Il me semble qu'il y a un accord. Donc, sur des mesures à mettre en œuvre pour décrisper l'ambiance, la vie politique nationale. Si on est d'accord sur les élections générales, si on est d'accord sur la discrimination positive, si je me mets dans la logique des propositions d'amendement de la dernière fois, il ne reste que la Cour des comptes. Qui peut être contre la Cour des comptes? Personne. Personne. C'est une recommandation de l'UEMOA depuis 2002-2003. Ça fait plus de 15 ans qu'on aurait dû aller. Donc personne ne peut être contre la Cour des comptes. Alors donc, en fait, les éléments inclus dans la nouvelle constitution ne font pas l'objet. Les gens ne sont pas contre. Ils sont contre, on peut y aller. Maintenant, la question est de savoir quelle est la priorité du gouvernement en la matière. Est-ce qu'il est déjà prêt à y aller ou ne veut pas toucher à ça à un moment donné? Donc, la question est là, en ce moment-là. La possibilité, en réalité, de réviser de façon cadrée. Absolument. Il y a ce qui a été agité à l'époque, c'était une révision ciblée. Donc, en allant au cas par cas, pas des lois constitutionnelles. C'est une possibilité qui empêche qu'on prenne toute la grande charpente et qu'on la laisse là et qu'on lui adjoigne des lois constitutionnelles, des lois organiques constitutionnelles. Donc, c'est des possibilités qui sont là. Mais il faut, et comme le font actuellement l'exécutif et les législatifs, il faut déjà ouvrir le débat, il faut déjà échanger, il faut déjà s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Il faut être certain que ce qu'on veut faire est exactement ce que tout le monde attend avant de s'engager. Parce que quand vous allez faire tout ça et vous engagez, et après il va encore avoir des blocages ou bien des propos pas totalement sereins, ça peut perturber l'évolution des choses. La récupération des forces qu'on pourrait appeler forces de l'opposition, leur récupération donc est à craindre. Comment faire peut-être dans ces conditions-là pour qu'il n'y ait pas récupération, notamment visant à dire que l'on revise pour avoir une plus longue durée de mandat? Non, on ne peut pas empêcher les gens qui veulent pas s'associer à un processus d'avoir des idées. On ne peut pas les empêcher de faire feu de tout bois. Vous savez, quand tu joues un rapport de force, il y a des gens qui ont l'œil rivé sur la paix sociale,
sur la quiétude, sur l'unité nationale, sur des institutions modernes, sur le développement durable. Et il y a des gens qui ont leur rêvé sur leur passé glorieux. Leur propre personne. Leur passé glorieux, leur propre personne. Et qui n'ont de vie que la rétrospection. Parce qu'ils regardent devant, ils voient que la dynamique actuellement en cours leur est défavorable. Donc, il faut tout faire pour rester englué dans ce passé prétendument glorieux. Donc, c'est là ceux-là qui sont perturbés. Sinon, quoi récupérer? Il n'y a rien à récupérer. La récupération n'aura aucun sens. Dans la mesure où les actions en question ne sont pas intuitives personnelles. Le président Talon ne gagne rien personnellement de tout ça. Il veut moderniser le pays. Et les actions, les réformes visent à moderniser le pays. Et ça, c'est le plus essentiel. Ça devrait être ce sur quoi on doit s'accrocher pour pouvoir aller de l'avant. Donc, en la matière, est-ce qu'on est sûr que les gens ne vont pas récupérer? Si, c'est possible que les gens récupèrent. Mais il appartient au gouvernement et à son chef d'avancer et surtout de ne pas se laisser distraire dans le calendrier qui sont établis pour que nous puissions atteindre un certain seuil du processus. Voilà ce qui est important. Vous avez l'habitude de parler des coalitions. Face aux coalitions donc de stagnation, il faut, souvent vous dites, des coalitions de progression. La logique de changement, la dynamique de changement ne peut pas s'accommoder de l'immobilisme, ne peut s'accommoder de l'immobilisme. Dans une dynamique de changement, il faut nécessairement coaliser, avoir des forces coalisées autour de soi et avancer. Le président Talon a réussi ça. Il a réussi. Il a d'autant plus réussi que même les forces de l'opposition, même ceux qui sont plutôt radicaux dans leur prise de position, on les a écoutés au terme du débat politique. Tout le monde a bougé. Tout le monde est content. Tout le monde espère. Tout le monde attend quelque chose. Ça veut dire qu'ils ont confiance au chef de l'État. S'il n'y a pas confiance, il n'aurait jamais d'entente, il n'aurait jamais d'espoir. Mais quand vous entendez là-bas, dans le cadre du chef de l'État, nous avons pris, le président de la République a pris tel engagement. Le président veut dire qu'il croit en la parole du président de la République. Et le président de la République fait tout, effectivement, pour montrer sa bonne foi, sa disponibilité. Il lui appartient. Et il appartient à l'Assemblée nationale de traduire maintenant ces éléments dans la réalité, en prenant les mesures qui s'imposent pour que, en tout cas, ceux qui ont envie de participer à l'animation de la vie politique nationale trouvent leur place. Qu'ils soient anciens ministres, anciens présidents, anciens responsables, anciens hauts fonctionnaires, tant qu'ils respectent les lois en vigueur pour participer à l'animation de la vie politique, qu'ils aient l'occasion de le faire. Après, ceux qui ont des problèmes avec l'État, il faudrait qu'ils règlent leurs problèmes avec l'État. Demandez toujours que l'État abdique au nom de la paix n'est pas toujours sage. Demander que l'État abdique au nom toujours de la paix n'est pas sage. Parce que c'est un État qui abdique tout le temps. C'est qu'il n'y aura pas de règles établies. Il n'y aura pas de ligne à ne pas franchir. Donc, il faut faire en sorte que l'État puisse s'assumer. Et s'assumer dans sa grandeur. À partir du moment où les règles sont établies, qu'on les respecte. Et dans le cas d'espèce, il me semble que les partis politiques ont été appelés à se mettre à jour, à se conformer au texte en vigueur. Le chef de l'État a mis en place un dispositif au niveau du ministère de l'Intérieur pour leur faciliter la vie. On est aujourd'hui à la phase de mise en œuvre des conclusions. Il appartient aux acteurs politiques de se serrer les coudes et de mettre leurs doigts ensemble pour pouvoir aboutir à des solutions envisageables et acceptables pour tous. Ça voudra dire qu'il y a possibilité d'avancer notamment, mais intelligemment. Un État n'abdique pas. L'État qui abdique est déjà passé. C'est l'État yo-yo, c'est l'État ventilateur, comme dirait l'autre, pour ne pas citer la deuxième Gouzi. C'est l'État sans boussole. C'est l'État qui va dans tous les sens. Cet État, je pense qu'il y a depuis l'avènement de Patrice Talon, cet État semble ne plus exister. Nous sommes dans un État qui l'assume actuellement. Donc l'État ne peut pas abdiquer. Par contre, ce qui était craint, c'est qu'on prend des mesures, on fait semblant de s'entendre sur un certain nombre de postulats qui est à l'épreuve donc de la réalité se révèle totalement inefficace, inopérant. Donc, c'est ça qui serait gênant, qui aurait été gênant. Dans le cas d'espèce, l'État essaie de s'assumer.
Dans le cas d'espèce, l'État essaye de faire marcher ce qui peut être possible, ce qui peut ne pas être possible. Dans le cas d'espèce, l'État essaye d'être à l'écoute de ses partenaires sociaux. Donc, on ne peut pas dire que l'État abdique. Il n'abdique pas, il écoute, il explique, mais il n'abdique pas. Et c'est là la nuance. Alors, peut-être là, de vous demander, puisque vous êtes, on va dire, qualifié pour ce que nous allons vous demander, c'est le Parlement. Techniquement, est-ce qu'il est de taille pour cette charge que le président de la République envoie? Dire que le Parlement n'est pas en mesure d'assumer serait injurer les parlementaires. Vous savez, un parlementaire n'agit pas de son propre gré. Il y a la Constitution qui est là, et puis il y a le règlement intérieur. Je pense que rien ne se fait en dehors de ce texte-là. Et donc il y a souvent des gens pour attirer l'attention de ceux qui souhaiteraient agir ainsi dans ce sens. Donc, il n'y a pas de raison de douter de quoi que ce soit. Voilà. Le moment de vous demander de, comme toujours, nous conclure cet entretien. Quelque chose bouge dans le pays, je le dis souvent. Et en matière politique, aucune réforme ne peut être parfaite. Il faut que les Béninois aient la notion de sacrifice. Il ne faut pas qu'on soit toujours comme de ces jouisseurs qui n'attendent que le grain soit rose. Non, on doit apprendre à subir parfois, à gérer et surtout à prendre des initiatives. Dans le cas d'espèce, après l'initiative dernière et tout le désordre que cela a donné, auquel a donné lieu, sur des tapis des engagements, qu'il a de mettre en œuvre, l'Assemblée nationale est placée devant ses responsabilités, que les deux institutions jouent leur partition, que la Sénat joue sa partition, le médiateur de la République joue sa partition, que chaque pouvoir, où qu'il se trouve, essaie de jouer convenablement sa partition. La loi, rien que la loi. L'obéissance aux lois qu'on s'est données est liberté. Nous nous sommes mis ensemble en renonçant chacun à une partie de son autonomie pour que ce soit l'autonomie générale. C'est ça le principe de la vie en communauté. C'est là le principe de l'État. Donc, on est décidé d'abandonner librement certains droits, d'abandonner librement certains et d'affronter certaines difficultés ensemble. Alors, on a commencé. Il faut aller, il faut aboutir. Donc, le contrat social décrit par Gilles Rousseau est dans ce cadre-là une sorte de boussole à tous ceux qui ont envie d'avancer et surtout d'atteindre définitivement les objectifs. C'est en le faisant qu'on peut être fier du travail qu'on a accompli soi-même. Je pense qu'il faut faire en sorte que la mise en place donc, des recommandations du dialogue politique soit suivie de conclusions réelles. Et que là où il y a des oppositions, que des facilitateurs continuent de travailler, que des contenus proposés par des experts soient proposés aux deux camps, de la majorité comme de l'opposition, pour que les textes et les formulations soient le plus simplifiés possible à la compréhension de tous. Ça peut nous amener peut-être à élargir la Constitution de quelques articles nouveaux. Je pense qu'il faut souffrir de le faire. Ça peut également amener à un certain nombre donc, de situations. Pour un mandat d'un an, raccourcir l'autre, tant que ce n'est pas le mandat présidentiel, c'est gérable. Donc, il faudrait que les différents acteurs restent ouverts. Il ne faut pas que les gens bloquent le pays dans son évolution. Il ne faut pas bloquer les jeunes qui étudient, qui ont besoin d'un peu de moyens pour manger. Donc, il faut faire en sorte que partout où il y a des citoyens, jeunes, femmes, artisans, je ne sais pas, jeunes filles pour les qu'on sache que l'action publique d'aujourd'hui vise à leur assurer un mieux-être demain. Et que la politique ne peut pas tout bloquer. Les concessions d'aujourd'hui permettront au gouvernement d'avancer et donc d'offrir un mieux-être aux Béninois d'aujourd'hui comme de demain. Je pense que c'est ça que le développement durable. Et c'est ce à quoi moi je voudrais inviter tous les partis politiques, reconnus ou pas, reconnus parce qu'ils vont occuper le terrain, ceux qui ne sont pas, qu'ils fassent les mesures, les démarches tendues de tous pour pouvoir
se régulariser pour le bien donc, de la démocratie. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforican, pour cette disponibilité d'aujourd'hui, mais de tous les dimanches, une disponibilité qui nous permet d'être au pas chaque dimanche, au pas de l'actualité de la semaine. S'il faut le rappeler, hein, vous êtes notre consultant politique ici, aussi diplômé en management électoral, entre autres. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. À dimanche prochain pour un autre numéro de décryptage de l'actualité de la semaine.